Voici donc le premier midi de l'IREMO de cette rentrée. Donc nous vous accueillons avec d'autant plus de plaisir ici, dans ces lieux. Je crois que tout le monde connaît les lieux, plus ou moins. En tout cas, nous y faisons des midis, comme son nom l'indique. Nous y faisons des débats de l'après-midi à 18h30. Et nous avons aussi, bien sûr, des ateliers, des séminaires de formation. Voilà, c'est l'activité multiple de l'IREMO. Plus ce qu'on fait hors les murs. Et je vous annonce en particulier un colloque que nous ferons le 27 novembre, qui s'appellera « Que la France s'engage » et qui portera sur l'effort nécessaire pour sortir de l'impasse israélo-palestinienne actuelle. Ce sera un grand moment, on l'espère. C'est un très très grand et rare plaisir d'accueillir Gilbert Achcar parce qu'il a quitté la France pour enseigner à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Et il vient assez rarement à Paris. C'est un reproche qu'on lui fait, que je lui fais aussi. Mais on est d'autant plus heureux de le retrouver ici. Je dis qu'il est rarement ici, c'est d'autant plus dommage que Gilbert est un des meilleurs, je crois, si je peux me permettre de dire ça, spécialistes du monde arabe. Et on en a bien besoin en France, parce que ça n'est pas la force de notre université que d'avoir de très bons spécialistes du monde arabe. Et il le prouve à nouveau avec ce livre que je vous conseille vivement et qui est vraiment, je le pense, sinon je ne le dirais pas, tout à fait magistral. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un round-up des révolutions arabes en général, il choisit deux cas, et pour l'essentiel du livre, celui de la Syrie et celui de l'Égypte, et il va au fond de l'analyse de ce qu'ont été et de ce que sont, pour une part, ou de ce que peuvent être demain les révolutions dans ces deux pays-là. Ce livre est difficilement séparable du précédent, qui s'appelait « Le peuple veut », alors qui était évidemment intervenait beaucoup plus tôt dans le processus, avec donc moins de vision sur ce qui se passait. Mais, et je passerai ensuite tout de suite la parole à Gilbert, je veux dire que quand on lit les deux livres, on se rend compte que Gilbert est un peu à part dans le paysage des analystes, des commentateurs des révolutions arabes, parce qu'on a eu, chacun ici le sait, un double mouvement étonnant en France. Un premier mouvement qui était une espèce d'enthousiasme euphorique, au point de ne même pas aller fouiller les raisons profondes de ce qui se passait. Et comme on a eu cet enthousiasme euphorique, on est tombé ensuite, quand on est passé du printemps à l'hiver arabe, dans une espèce de dépression tout aussi violente, mais qui n'allait pas non plus loin dans l'analyse des choses. Et ce qui me frappe dans les deux livres de Gilbert, c'est qu'il y a à la fois une explication proposée, qui se débat évidemment, de ce qui s'est passé, ce qui a mené à ces révolutions et comment elles se sont développées, et puis ensuite une analyse extrêmement pointue, je trouve, de la contre-révolution. La contre-révolution saoudienne, la contre-révolution syrienne, je veux dire du régime de Bachar, mais aussi plus généralement de l'ensemble des pouvoirs mis en cause et inquiets de ce qui se passait. Il n'y a pas dans les livres de Gilbert, dans son analyse, ces espèces de mouvements comme ça, très hiératiques. Il y a la volonté de resituer ces phénomènes dans leur contexte, dans leur diversité, dans les dimensions extrêmement diverses qui ont expliqué les révolutions et expliqué aussi les contre-révolutions. C'est-à-dire, disons que Gilbert se propose de ne pas prendre ses lecteurs pour des benets,
mais les prendre pour des gens sérieux qui ont envie d'approfondir et pas d'avoir une espèce d'explication en surface et dogmatique. Alors, je lui passe la parole pour 25 minutes à peu près. Il n'est pas tenu, évidemment, de se lier au livre lui-même, mais nous pourrons ensuite l'interroger plus précisément sur le cas syrien et le cas égyptien qui sont au cœur de ce dernier livre. Juste un mot pour dire que les symptômes morbides, c'est Gramsci. Hein, quand vous connaissez c'est cette évocation-là. Les révolutions arabes ne se limitent pas à leurs symptômes morbides, même s'il y en a beaucoup. Voilà, donc je te passe la parole. Et ensuite, nos amis te passeront sur le grill. Merci beaucoup, Dominique. En arabe, on dit que ton témoignage, littéralement, on dit c'est un témoignage blessé, chez des majrouha. Ça veut dire que quand c'est un ami qui fait un éloge, c'est pas objectif. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et bonjour à toutes et à tous. Et merci à l'IREMO pour l'invitation. Et je dois dire que c'est pour moi aussi un très grand plaisir de revoir Dominique. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Et ça, c'est encore plus rare que mes visites à Paris. Voilà. Donc, autant de bonnes circonstances. Alors, sur le sujet, comme Dominique vient de me le conseiller, me l'a conseillé avant et maintenant, je ne vais pas vous faire une sorte de résumé de l'ouvrage, mais plus un aperçu plus général de l'analyse que je peux faire des événements dans le monde arabe depuis 2011 et qui s'appuie donc sur les deux ouvrages, celui-ci étant la suite, si vous voulez, du précédent. Le précédent a cadré, dont le titre est Le peuple veut, a cadré les conditions générales dans lesquelles ce qu'on a appelé le printemps arabe est survenu, tout en insistant depuis le début sur le fait qu'il ne fallait pas sombrer dans cette euphorie des premiers temps et il fallait envisager la chose comme un processus de longue durée, j'y reviendrai. Et le second, symptôme morbide, est sur la phase qui, selon mon analyse, la deuxième phase qui commence en 2013, enfin, je situe le tournant en 2013, et qui est une phase contre-révolutionnaire que je caractériserai plus précisément dans un instant. Alors, d'abord, sur l'analyse plus générale, alors effectivement, ce qu'on a appelé le printemps arabe n'était pas dans l'esprit de l'appellation au départ conçu comme une première saison dans une succession de saisons. Ça aurait été le cas, ça aurait été bien, ça aurait été correct, mais c'était conçu comme un printemps au sens fermé, au sens d'une transition, comme on a pu l'appeler, d'une transition démocratique qui se terminerait en quelques semaines. Les modèles à l'esprit étant les transitions démocratiques étaient survenues depuis les années 70, l'Europe du Sud, puis l'Amérique latine, puis l'Asie orientale, jusqu'à l'Europe de l'Est. On a eu des processus assez rapides de transition relativement pacifiques vers la démocratisation, aboutissant vers cette fin de l'histoire, à la Fukuyama, de combinaison du marché et de la démocratie libérale. Voilà. Or, c'était se méprendre sur la nature de ce qui se passait dans le monde arabe, qui va bien au-delà d'une simple transition démocratique au sens politique du terme, dans la mesure où l'explosion de 2011 était d'abord et avant tout une explosion sociale et pour des raisons socio-économiques. C'est indiqué par toute une série d'indices. Déjà le fait que la Tunisie était le pays qui a pris l'initiative
Le pays d'où tout est parti n'est pas un fruit du hasard. La Tunisie se trouve être d'ailleurs le seul pays du monde arabe où il existe un mouvement ouvrier fort et relativement autonome vis-à-vis de l'État. Et ce mouvement ouvrier a joué un rôle clé dans la chute du dictateur. Et c'est un pays qui avait connu au cours des années précédentes une série d'explosions régionales centrées autour d'abord et avant tout des questions de l'emploi. Et l'Égypte a été le second pays, et c'est là aussi pas un fruit du hasard, c'est un pays qui a connu au cours des 5 années qui précèdent 2011 la plus grande vague de grèves ouvrières de son histoire. Donc on voit qu'on a autant de références vers le social. Les mots d'ordre portés sur des questions pas exclusivement politiques, mais aussi sociales, comme mot d'ordre sur l'emploi ou sur pain, liberté, justice sociale, qui était un slogan central sur la place Tahrir au Caire. Donc, sur les trois, vous en avez deux qui portent sur le social. Et un sur la liberté, bien sûr, qui fait partie. D'ailleurs, il n'y a pas de mouvement social de grande envergure qui ne devienne politique et qui ne se combine naturellement à un questionnement du régime en place. Donc, on a une explosion qui est de nature sociale et qui est facile d'expliquer quand on observe un peu les indicateurs économiques. C'est une région du monde qui a connu les plus faibles taux de croissance au cours de plusieurs décennies, depuis les années 70-80, qui a connu les plus faibles taux de croissance per capita, en particulier par habitant, mais même en général en comparaison des autres régions d'Afrique et d'Asie. Ce qui s'est traduit par un chômage record, c'est la partie du monde qui a détenu les taux de chômage les plus élevés du monde depuis quelques décennies, en particulier du chômage des jeunes et du chômage des femmes, mais les femmes sont bien sûr incluses, ça recoupe dans les jeunes également. Donc il y a ce recoupement. Les jeunes, le chômage des jeunes est particulièrement concerné ici, puisqu'on a appelé ce soulèvement une révolution de jeunes, ce qui est presque, un pléonasme, puisqu'on ne connaît pas de révolution de vieux. Hein. Bon, ça viendra peut-être avec le vieillissement. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, on est dans un cas de bouleversement social. Alors déjà, ça indique que ça va être quelque chose qui ne peut pas être réglé uniquement par des changements constitutionnels ou des élections libres. C'est quelque chose de bien plus profond. Et à ce niveau-là, on pourrait dire que, par exemple, l'Europe orientale a connu un bouleversement socio-économique majeur. Mais c'est une fausse référence parce que, précisément, si vous voulez, on est avec deux pôles opposés. Là, on est aux antipodes, dans les deux cas, entre une région du monde où il n'y avait pas de classe possédante au sens strict du terme, mais des bureaucraties et des bureaucrates peu motivés à défendre l'État et qui pensaient, ce qui a été le cas, qu'ils pouvaient se recycler dans une économie de marché et même s'enrichir, ce qui a été le cas à une large échelle en Europe de l'Est et en Russie en particulier, et le monde arabe où on a l'autre extrême, la seule région du monde où il y a encore une forte concentration de régimes absolutistes. Je ne vais pas utiliser dans le jargon weberien de la science politique, on les appellerait des régimes patrimoniaux, des États patrimoniaux, c'est-à-dire des États où des familles considèrent l'État comme leur propriété privée. Et où donc la colonne vertébrale de l'État, que sont les forces armées, sont la garde privée de la famille régnante. Et ça, c'est pas, je dis famille régnante, mais ce n'est pas le cas seulement des monarchies, des 8 monarchies du monde arabe, qui sont toutes des monarchies absolutistes. Même quand il y a des parlements, ce sont des parlements octroyés, ce ne sont pas des souverainetés populaires. Mais c'est aussi le cas d'un certain nombre de soi-disant républiques qui fonctionnent de la même façon, qui sont transformées dans cette direction, que ce soit la Syrie des Assad, la Libye des Kadhafi. C'était le cas de l'Irak de Saddam Hussein avant qu'il soit délogé par les États-Unis.
Le Yémen était une situation... enfin, il y a un certain nombre d'autres pays qui étaient dans des situations intermédiaires, des situations intermédiaires où il y avait effectivement un mouvement dans cette direction, mais avec beaucoup de contradictions. Ce n'était pas accompli, tandis que les pays que je viens de citer sont des pays où cette transformation avait été complètement accomplie. Et d'ailleurs, ça se traduit, si vous voulez, déjà là, j'anticipe, par le fait que, eh bien, dans les pays en question, dans les pays patrimoniaux, si vous voulez, l'idée de déloger le chef de l'État par des manifestations de rue est impensable. C'est pour ça que ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte ne pouvait pas se répéter dans des pays comme la Syrie, comme la Libye ou le Bahreïn, la monarchie du Bahreïn. Dans ces pays-là, c'était enfin, le seul moyen de déloger le chef de l'État aurait été eh bien, une défaite militaire du régime, parce que ce sont des régimes qui n'hésiteront pas à employer tous les moyens répressifs dont ils disposent pour défendre leur existence. Donc, on a cette situation qui caractérise donc ce soulèvement et qui fait que d'emblée, il fallait le comprendre comme un processus révolutionnaire de longue durée. Non pas un printemps, mais un processus révolutionnaire de longue durée comme ceux auxquels on se réfère quand on dit Révolution française, et je parle à côté d'un historien, Révolution anglaise, Révolution chinoise. On ne parle pas de quelques semaines ou de quelques mois. On parle de décennies, on parle de processus de longue durée, de longues périodes d'instabilité politique, jusqu'à l'aboutissement, si possible. On peut espérer que l'aboutissement qu'il y aura un aboutissement positif, mais rien n'est écrit dans le ciel à ce niveau-là. Et on a connu aussi des implosions de régions dans l'histoire, des implosions civilisationnelles. Et malheureusement, c'est un risque qui est très présent quand on voit ce qui se passe dans le monde. Alors là, je vais en venir à la dynamique politique pour expliquer où on en est. Une autre caractéristique majeure de cette situation, c'est que, contrairement, si vous voulez, à un peu la vision traditionnelle qu'on peut avoir de processus révolutionnaire, où il y a, grosso modo, bien sûr, deux camps qui s'affrontent, la révolution, la contre-révolution, c'est-à-dire l'ancien régime, c'est une partie du monde où se sont développés sur, comment dire, un peu sur le cadavre de la gauche historique qui a connu son apogée dans les années 60, se sont développés des courants de nature réactionnaire, des courants intégristes religieux, donc par définition réactionnaires, bien qu'il y ait certaines personnes qui peuvent penser qu'on peut être intégriste et progressiste, ce qui est, je dirais, une absurdité à mon sens. Donc des courants intégristes qui, au départ, dans pratiquement tous les cas, il n'y a pas d'exception, ont été favorisés par les régimes en place comme antidote à la gauche. C'est le cas même dans des pays comme la Tunisie, comme l'Algérie. L'Algérie même en Algérie, malgré ce qui s'est passé après avec la guerre civile en Algérie. Mais au départ, ce qui va devenir le FIS, le Front islamique du salut, a été encouragé par le régime algérien pour contrer, notamment parmi les jeunes dans les universités, pour contrer l'extrême gauche, la nouvelle gauche de l'après 67, 68, à l'après cette période-là. Donc, le meilleur cas de figure, si vous voulez, le plus éclatant, c'est l'Égypte, où Sadat a libéré les frères musulmans afin de s'appuyer sur eux comme antidote aux nassériens, au nassérisme, afin de dénassériser le pays. Alors on sait ce qui lui est arrivé, c'est l'apprenti sorcier, c'est-à-dire que ces forces qu'il a contribué grandement à libérer, on produit des formes de radicalisation réactionnaire dont il a été lui-même, comme vous le savez bien, victime. Donc, et ces forces-là sont restées en présence, elles sont là, elles sont, dans certains pays, elles étaient tolérées, des pays comme l'Égypte ou la Jordanie ou le Maroc ou d'autres, où vous avez donc des forces qui relèvent de la mouvance principale étant les frères musulmans. La mouvance principale
intégriste non violente, c'est les frères musulmans. Donc ils étaient tolérés dans un certain nombre de pays. Dans d'autres, ils étaient écrasés, comme c'est le cas de la Tunisie, l'Algérie et d'autres cas. Et au moment où on a le grand soulèvement de 2011, eh bien, ces forces-là étaient les mieux organisées et bénéficiant y compris d'un soutien matériel et télévisuel. Pas besoin de vous expliquer à quel point c'est important en politique de la part du Qatar, qui était devenu le sponsor de la mouvance des frères musulmans. Donc, donc la télévision Al Jazeera qui a joué un rôle clé en 2011. Eh bien, ces forces-là se sont engouffrées dans la brèche créée par le soulèvement et en essayant donc d'exploiter cette situation pour parvenir au pouvoir. Bon. Donc on se retrouve face de fait à non pas une situation bipolaire, mais à une situation tripolaire, où il y a les anciens régimes, il y a la nouvelle, si vous voulez, cette nouvelle force progressiste qui a émergé, qui est composée en petite partie de ce qui restait de la gauche, donc, qui n'a pas été d'ailleurs sur ce plan-là homogène. Hein. Vous avez des pans de l'ancienne gauche qui ont participé au soulèvement, d'autres qui ont eu d'autres attitudes. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Mais aussi beaucoup de jeunes de cette nouvelle génération qui n'est pas passée par ces expériences, qui s'est politisée notamment avec les nouvelles technologies. Alors c'est vrai que ça a joué un rôle, tout cela, et qui a utilisé cette nouvelle technologie comme moyen d'action et d'organisation, ce qui a permis si vous voulez, des raccourcis. Hein, des raccourcis, ce qui en d'autres temps aurait nécessité tout un appareil avec des imprimeries clandestines et des distributions de tracts, etc. Avec l'Internet, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus facile. Ça, il faut tenir compte de ce changement d'époque tout à fait radical. Donc, on a eu cette situation tripartite, tripolaire. Et le problème, c'est que le pôle le plus faible des trois, c'est bien entendu le pôle progressiste. Et d'une part, dans la plupart des pays, il est quasiment inorganisé, hein, au-delà de ce qui a pu se former en utilisant l'Internet pour les rassemblements et tout cela. Vous savez qu'avec avec Facebook, on peut faire des rassemblements, hein, mais on ne peut pas prendre le pouvoir avec Facebook, on ne peut pas gagner des élections avec Facebook, ça ne suffit pas. Au moins dans cette partie du monde où tout le monde n'est pas sur Facebook et sur l'Internet. Donc, c'était d'une part le pôle le plus faible en moyen, de loin, mais aussi caractérisé par une absence de stratégie politique. C'est-à-dire même là où il y avait des forces organisées, il n'y avait pas cette volonté claire et nette d'affirmation d'une troisième voie, troisième voie sans référence à celle de Blair, d'une troisième voie à égale distance des deux pôles réactionnaires de la région. Alors, le résultat de tout cela, c'est qu'on a vu après 2011 et le début de la vague et l'apogée de la vague, un soulèvement, une phase révolutionnaire qui va s'estomper en 2012 et qui en 2013 va se retourner, le retournement s'opérant avec la Syrie au départ. C'est comme, si vous voulez, des dominos. Hein. Vous avez eu un domino après l'autre qui tombe, et puis il suffit qu'il y en ait un qui bloque pour que le mouvement s'arrête. Et le domino qui a bloqué, c'est la Syrie. Et ce n'est pas c'est pas par la force du régime syrien, mais c'est par une intervention étrangère. Ça a été le cas également au Bahreïn, où vous avez eu une intervention des pays du Golfe, Royaume saoudien en tête. Mais là, c'était, si vous voulez, couru d'avance. C'est-à-dire que je crois qu'y compris les Bahreïniens ne devaient pas se faire beaucoup d'illusions. C'est pour ça qu'ils n'ont pas continué de la même façon, parce qu'ils comprenaient que ça n'allait nulle part. Voilà. Par contre, en Syrie, c'est l'intervention massive de l'Iran à partir de 2013 qui
permet au régime de passer à la contre-offensive après avoir été en perte de vitesse et puis de se consolider, ce qui ne va pas l'empêcher d'ailleurs une deuxième fois de se retrouver en situation de faiblesse. Et cette deuxième fois, le sauveur, ça sera Poutine et non plus l'Iran seul. Donc, c'est un régime qui, grâce à ce double soutien de la Russie et de l'Iran, va résister. Donc c'est le signal, si vous voulez, du retournement de ce qui fut la vague révolutionnaire en reflux contre-révolutionnaire. Hein. Alors là, c'est les dominos en sens contraire. C'est-à-dire qu'il y a eu la Syrie, puis peu après, vous avez l'Égypte. L'Égypte où vous avez cette combinaison d'un apogée de l'expérience révolutionnaire qui, à défaut de direction politique à la hauteur des événements, est récupérée complètement par l'armée et donc transformée, cette énergie est transformée en contre-révolution. Après quelques mois de transition, ça va déboucher sur la présidence du maréchal autoproclamé Sisi. Hein? Pardon? Il n'est plus maréchal, monsieur. Monsieur Sisi a laissé. Il n'est plus maréchal maintenant. C'est un président maintenant. On peut le... Oui, madame, c'est un président, mais avant d'être président, il était maréchal. Donc c'est la présidence du maréchal Sisi, comme on a connu en France la présidence du général de Gaulle. Hein, d'accord? Bien, mais laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Donc, je disais... Sisi, puis la Tunisie connaît le même scénario, c'est-à-dire une sorte d'apogée avec les manifestations d'août 2013, après les assassinats de dirigeants de la gauche tunisienne, et qui récupère la chose, la mise, Nida Tounes, qui est en gros le réceptacle des restes de l'ancien régime tunisien. Donc on a cette... et ce qui va se passer ultérieurement, c'est donc sur cet arrière-plan d'affrontement entre de marginalisation du pôle progressiste, d'affrontement d'une scène qui est dominée par l'affrontement entre les anciens régimes, qui va devenir dominée par les affrontements entre les anciens régimes et les oppositions intégristes. Et ça va donner des guerres civiles en Libye, au Yémen, avec plus de complications vu les retournements d'alliance. Hein, mais c'est un peu ce qui se passe. Donc, en gros, vous avez cette situation-là avec une diversité de scénarios. C'est-à-dire que vous avez les affrontements donc, que je viens de citer, mais vous avez eu des scénarios de conciliation. Et ce sont les scénarios qui ont été préférés par Washington sous Obama et par l'Union européenne, qui a poussé pour des solutions de conciliation entre les anciens régimes et les oppositions intégristes. Le premier, d'ailleurs, à avoir ouvert la voie sans qu'on lui fasse une pression, mais pas à cause de ses conseillers autres, c'est le roi du Maroc, qui a coopté l'équivalent des frères musulmans en Égypte au gouvernement. Hein. Le deuxième pan de cela, c'est la Tunisie, où va s'opérer cette coalition, vue d'un très bon œil par Washington et par les capitales européennes, entre Nida Tounes et Ennahda. Les 2-3 années qui viennent de s'écouler sont des années où l'on va voir des efforts intensifs de la part de Washington et de l'Union européenne pour essayer de colmater, enfin d'arrêter les conflits là où ils sont, par des réconciliations de ce type. En Syrie, en Libye, au Yémen, vous avez des interventions du même type. On essaye de dégager des compromis de ce type. Ça ne va pas marcher, ça n'a pas marché jusqu'ici dans les 3 pays concernés. Donc, voilà un peu où en est la situation. Je dirais que, de mon point de vue, évidemment, en tant qu'homme de gauche, progressiste, je pense que le scénario des conciliations est le meilleur. Il n'y a pas de doute qu'il vaut mieux cela que des guerres civiles entre 2 camps réactionnaires, comme c'est le cas, hein, avec des destructions, avec le coût humain que cela représente. Et c'est d'autant plus le meilleur scénario que ces conciliations-là, c'est que par nature, elles laissent des marges de manœuvre politique
vu que c'est des compromis entre deux forces qui ne sont pas homogènes. Hein, ce qui permet donc qu'il laisse des espaces démocratiques, des espaces d'action politique. Voilà où ça en est. Maintenant, l'avenir de tout cela va dépendre essentiellement de l'apparition ou pas de ce troisième pôle que j'ai cité, dans un troisième pôle progressiste. C'est la condition sans laquelle il n'y aura pas de fin de la crise, de sortie de crise. C'est une crise profonde, structurelle, socio-économique, et sans changement profond, structurel, socio-économique et politique, elle ne pourra pas être réglée. Mais si elle n'est pas réglée, eh bien, le pire, on a déjà vu des horreurs absolues, mais on peut voir pire encore, et disons, on peut voir en tout cas ce type d'horreur s'étendre, et c'est le grand risque. Le grand risque, y compris, je dirais, pour le reste du monde, parce que l'Europe n'est pas à l'abri de ce qui se passe, et d'où la myopie effarante des gouvernements européens à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci Gilbert. Avant de passer la parole à nos amis, je voudrais te poser une question qui, moi, me tracasse. Personnellement, je me retrouve dans ton analyse. Je me retrouvais déjà au début du phénomène. Mais certains pourraient te reprocher d'être, au fond, une espèce de marxiste attardé. Là où il faudrait parler du rôle magique d'Internet et de Facebook, tu en as un peu parlé. Des gazoducs et des oléoducs, tu n'en as pas parlé. C'est sûrement absolument majeur, les gazoducs et les oléoducs. Ou bien, de manière plus sérieuse, de la dimension confessionnelle des rapports entre chiites et sunnites, etc. etc. Soit dit entre parenthèses, c'est intéressant pour analyser la crise entre l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar, de faire intervenir les rapports entre chiites et sunnites. Je dis ça au passage parce que souvent ça n'est pas signalé. Bref, beaucoup de chercheurs, beaucoup d'universitaires et de journalistes ont été chercher des tas d'éléments de compréhension. Toi, au fond, tu restes sur une idée qui est assez simple mais qui visiblement fonctionne, qui est que le point de départ de cette crise, c'est une situation catastrophique du monde arabe, dont le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, nous a dit à plusieurs reprises à travers des rapports sur le développement arabe que c'était la seule région du monde qui ne progressait pas, qui était à beaucoup d'égards en régression. Donc au départ, il y a ça qui est la motivation de la crise. Et puis en face, il y a des gens qui sont au pouvoir, possesseurs d'une manière ou d'une autre de toutes ces richesses et responsables d'une manière ou d'une autre de cette crise, qui n'ont aucune envie d'être remis en cause dans leur pouvoir, y compris au plan personnel. Donc est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un marxiste attardé ? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de mettre au centre des questions, les questions économiques et sociales à tout prix, quoi ? Oui, merci. Tu m'as rappelé, Dominique, quand j'essayais d'obtenir la qualification, Jean-Paul se rappelle de cela, on m'avait donné comme motivation de refus retour artificiel au marxisme. Ah ben voilà. Je me suis toujours demandé pourquoi retour et pourquoi artificiel. Bon, je crois que Dominique Collat était c'était le rapporteur ou quelque chose comme ça, mais enfin, bref. Non, écoute, moi j'annonce la couleur de manière très claire. Et je crois que je suis loin d'être le seul à considérer que les analyses de Marx sont plus actuelles que jamais. Enfin, en un sens, dans cette ère de néolibéralisme sauvage dans laquelle nous sommes plus proches du modèle économique que Marx a analysé que cela a pu être le cas dans l'ère keynésienne, l'ère fordiste, comme on l'a appelé, de l'après-guerre, des 30 glorieuses. Et puis, deuxièmement, je crois qu'il n'y a pas d'historien sérieux aujourd'hui. Et toute l'école, les grandes écoles historiques françaises qui mettent en cause l'apport décisif de Marx à l'analyse historique.
Et là, il s'agit de comprendre le présent comme histoire. J'aime bien c'est un titre d'ouvrage de Paul Suisy, mais le présent comme histoire, cette capacité que Marx avait de lire le présent. C'est pour ça que vous lisez le 18 Brumaire de Louis Bonaparte aujourd'hui. Hein, c'est un livre qui n'a pas pris une ride. Hein, comme morceau d'analyse historique. C'est un livre qui reste un livre absolument remarquable. On peut difficilement le dire d'ouvrage après un siècle ou deux ou trois. Enfin, comme... bon. Donc, j'utilise ce modèle-là d'analyse, mais je n'utilise pas que Marx. Hein. Je viens de citer dans ce que je disais Weber, par exemple, qui est souvent présenté comme une sorte d'antithèse. Bon, une présentation très rudimentaire, parce qu'en fait, il y a complémentarité dans l'analyse, c'est-à-dire qu'il apporte un certain nombre, par exemple, de contributions à l'analyse institutionnelle, qui est une défaillance chez Marx, une déficience. Marx n'a pas tout, loin de ça, tout dit. Donc, il faut pouvoir combiner tout cela. Mais sur le plan fondamental, et comme analyse des révolutions sociales, Marx est vraiment déterminant. Et là, on est dans un cas, effectivement, tout à fait classique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas où on peut invoquer plusieurs autres types d'analyses, mais là, on est dans un cas classique de blocage du développement des forces productives. Si vous voulez parler en jargon marxiste, hein, on a une situation très classique de blocage de ce développement, hein, c'est-à-dire de contradiction entre les structures sociopolitiques qui existent et les besoins du développement économique. Et ça se traduit par ce que j'ai dit, des taux de croissance très faibles, des taux de chômage records. Pourquoi des taux de croissance très faibles? Parce qu'il y a des taux d'investissement faibles. Pourquoi des taux d'investissement faibles? Et là, tu viens à des questions de politique économique qui n'existaient pas chez Marx, bien sûr, mais qui sont d'actualité, qui sont que vous avez aujourd'hui un intégrisme, il faut utiliser ce terme, néolibéral, c'est-à-dire qui est aussi dogmatique que tous les intégrismes religieux, hein, qui fait que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc., continue de plus belle aujourd'hui dans le monde arabe à pousser pour le modèle néolibéral, alors que c'est un modèle qui, on peut en penser ce qu'on veut pour d'autres contextes, mais en tout cas dans le contexte arabe, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que c'est un modèle dont le point central, c'est le secteur privé comme moteur de l'économie. Or, on est dans une région du monde qui, à cause de ces conditions politiques, ça j'ai expliqué dans l'ouvrage précédent, à cause de ces types de conditions politiques, une région du monde où le capital privé ne s'oriente que vers le profit à court terme, faire de l'argent rapidement. Personne n'est assez fou pour se lancer dans des investissements lourds à long terme. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Ça marche pas. Il n'y a pas eu de compensation du retrait de l'État, qui a eu lieu là-bas relativement comme partout ailleurs, sous pression des institutions financières internationales. Ça n'a pas été compensé par le privé, et c'est une cause fondamentale de la crise. Sans doute, il faut dire, mais on va arrêter là la parenthèse marxiste, mais sans doute il faut dire que ce sont aussi des pouvoirs exceptionnellement prédateurs. C'est-à-dire il y a peu de pouvoirs au monde où les rapports entre les richesses et le pouvoir soient aussi incestueux et donc aussi propices à la prédation, qui fait que le sous-développement ou le mal-développement est aussi fonction de cette prédation majeure. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui explique pourquoi on a eu cette explosion révolutionnaire dans cet espace régional. Alors, certains ont dit « Ah, mais c'est la crise du néolibéralisme en général. » Bon, il y a une crise du néolibéralisme, ça c'est assez hors de doute, mais elle n'est pas une crise structurelle profonde du capitalisme. Elle ne l'est pas encore, tout le moins. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le capitalisme est à bout de souffle, etc. Par contre, le type d'États qui sont des États spécifiques, des États qui ont deux caractéristiques spécifiques, celles que j'ai déjà nommées, c'est-à-dire des États patrimoniaux ou néopatrimoniaux pour les autres, mais avec un noyau dur d'États patrimoniaux et des États rentiers, hein, ces deux caractéristiques déterminent donc un type
de situations qui font qu'il y a blocage et qu'il n'y aura sortie de ce blocage. Et ça, tu sais, tu me dis marxiste, mais j'utilise les mêmes termes et je suis tout à fait compris par des gens qui ne sont pas du tout marxistes, mais qui sont des économistes, tu vois, des gens dans les études de développement, ce qui est mon département à Londres. Donc, on peut se comprendre. On peut se comprendre. Et d'ailleurs, tu vas voir aujourd'hui des rapports qui sortent pour expliquer exactement ce que je dis. J'en ai vu un récemment, l'année dernière, une enquête par, je crois, la Banque mondiale sur les entrepreneurs privés et dont il ressortait tous les problèmes qui font qu'ils n'investissent pas, mais qui confirment exactement ce que je dis. Et c'est des problèmes liés au type d'État qu'il y en a et qui ne peuvent être réglés que par un changement radical. C'est à vous. Il y a des micros. Vous ne parlez pas sans le micro parce que sinon, pour la vidéo qui va faire entrer cette rencontre dans l'histoire, oui. On ne vous entendra pas. On ne verra pas qui parle. Je vous en prie. Moi, j'ai deux questions, deux petites. Une sur les pays que vous n'avez pas mentionnés et qui auraient pu faire des révolutions, qui est, à mon sens, sont l'Algérie et la Turquie. On comprend bien pourquoi, quand même, il n'y en a pas eu. Donc, si vous pouvez en dire un petit mot. Et le deuxième, qui est une question peut-être plus profonde, c'est comment voyez-vous l'avenir de ce progressisme ? Est-ce qu'il est éteint, étouffé, il continue à être clandestin, et il remonte ou voilà. Et si vous pouvez faire un peu de prédiction à ce sujet. D'accord. Bien, alors, d'abord, je me permets de vous rappeler que la Turquie n'est pas un pays arabe, n'est-ce pas ? Ni l'Iran, d'ailleurs. C'est souvent oublié, pour l'Iran en particulier. La Turquie n'est pas du tout dans le même cas de figure. La Turquie est un des rares modèles auxquels... Enfin, modèle, entre guillemets, une des rares expériences auxquelles les institutions financières internationales se réfèrent pour expliquer le grand succès du néolibéralisme. Vous avez la Turquie, vous avez le Chili, vous avez l'Inde. Il y a quelques exemples de ce type où on peut montrer qu'il y a eu une croissance accélérée sous des conditions néolibérales. Un prix, à 10%. Oui, bien sûr. Sous des prix, avec un prix social, dans certains cas, qui peut être très élevé. Mais bon, c'est un fait. C'est un fait qu'il y a eu cela. Et c'est pour ça que... Bon, on m'a posé la question quand il y a eu Gezi Park en 2013 en Turquie. On m'a posé la question, la Turquie est-elle en train de rejoindre le printemps arabe ? J'ai expliqué non. Et ça n'ira pas très loin, contrairement à... Pourquoi ? Parce que jusque-là, les indicateurs économiques, la situation économique était une situation favorable au régime, si vous voulez, avec un progrès économique qui continuait. Maintenant, il est en grippe, ça c'est autre chose. Et que donc, et le régime, enfin Erdogan, on peut penser, je pense, pique-pendre d'Erdogan, mais il est élu démocratiquement. Il a une réelle légitimité démocratique. Ça, personne ne le conteste. Je veux dire, même ses opposants. Bon, donc c'est une situation très différente. Alors, maintenant, comme j'ai dit, bon, ça commence... Enfin, il y a d'une part le fait vous avez une dérive autoritaire du régime qui n'était pas inscrite d'emblée. C'est pas vrai. Au contraire, il y a eu une démocratisation dans la première décennie de ce siècle et il y a eu après un virage autoritaire et qui est en train de s'accentuer, qui est un virage aussi nationaliste dans lequel Erdogan, c'est pas la question de l'islam là, en l'occurrence, c'est l'alliance avec l'extrême droite nationaliste turque et le fait d'avoir relancé la guerre avec les Kurdes dans cette optique. Il y a une instrumentalisation de la question kurde qui est différente. Donc on pourra éventuellement y revenir, y compris pour le cas de la Syrie. Donc ça, c'est la Turquie. Alors l'Algérie participe à 100% à ce tableau général que j'ai exposé. Alors maintenant, pourquoi ça n'a pas explosé en Algérie ? Eh bien, il y a plus d'une raison. Bon, celle qui a été beaucoup évoquée, c'est le traumatisme de la guerre civile. Bon, c'est vrai que ça pèse, les gens sont beaucoup plus bons. Mais il y a aussi le fait que le régime, comme les Saoudiens d'ailleurs,
au début, en 2011, les deux États ont réagi de la même façon en injectant des milliards sous forme d'allocations, de hausse de salaire, etc., afin de calmer le jeu, effectivement. Donc, il y a eu cela. Et puis, par la suite, vous avez un peu le contre-modèle de ce qui a pu se passer dans les pays avoisinants. Aujourd'hui, l'argument majeur, le seul, si vous voulez, de légitimation des régimes en place dans le monde arabe, c'est de dire c'est ou nous, ou la Libye, la Syrie, c'est-à-dire ou nous ou le chaos et la guerre civile. C'est le seul argument de légitimation qui reste. Maintenant, les progressistes, quel avenir c'est une question à laquelle il faudrait lire dans le marc de café pour répondre, comme on fait dans ma région, mais je dirais simplement qu'il y a un potentiel réel. C'est-à-dire, je fais une distinction à la fin de cet ouvrage entre optimisme et espoir. Il n'y a pas de place aujourd'hui pour l'optimisme en ce qui concerne cette région du monde. Par contre, il reste une véritable place pour l'espoir. Pourquoi ? Parce que le potentiel, et notamment dans la nouvelle génération qui a fait ce soulèvement, n'a pas été écrasé. Il est encore là, il est encore présent, même dans un cas comme celui de la Syrie, qui est la tragédie la plus terrible. Eh bien, même dans ce cas-là, notamment à cause du départ en exil, vous avez une bonne partie de celles et ceux qui ont été l'âme du soulèvement de 2011 dans sa période de soulèvement populaire, eh bien, qui sont encore là, il faut espérer que plutôt tôt que tard, ils pourront rentrer dans leur pays dans des conditions qui leur permettent d'agir politiquement. Mais en tout cas, vous avez là, même dans ce pays qui est un cas extrême aujourd'hui, ce potentiel qui demeure. Et ça, c'est la même chose partout. La jeunesse, elle a y compris voté avec les pieds. Si vous prenez des cas comme la Tunisie et l'Égypte, la désillusion des jeunes, c'est des taux d'abstention électorale extraordinaires de 70% et au-delà dans les deux pays. Il y a eu une très faible participation des jeunes aux dernières élections. Pourquoi ? Parce que c'est une jeunesse qui a été profondément déçue de ce qui se fait et qui ne voyait pas de force politique, d'offre politique, comme on dit en marketing, qui correspondait à ses attentes. Et je voudrais ajouter juste un petit mot là-dessus. D'ailleurs, il ne faut pas s'étonner dans ces conditions-là qu'une partie soit dévoyée, que cette frustration prenne des formes terroristes. Je rappelle aux gens qu'on l'a connu dans des circonstances politiques complètement différentes, mais dans l'après 68, en Europe, on a connu un terrorisme d'extrême gauche. Action directe, Brigade rouge, Fraction armée rouge, etc., qui témoignaient de cette frustration des aspirations révolutionnaires créées par le mai 68, mai comme symbole. Donc, il y a un peu la même chose dans le monde arabe, dans des conditions où ce n'est pas la gauche qui était, si vous voulez, le type d'idéologie dominante, mais c'est l'intégrisme islamique. Voilà. Juste un mot. Tu soulignes depuis tout à l'heure la dimension spécifiquement arabe des événements dont nous parlons. Il faut aussi avoir en tête la dimension mondiale. Donc, si je peux me permettre une petite page de publicité, on vient de diriger, Bertrand Badi et moi, un état du monde, comme chaque année à la découverte. Et il porte sur le thème enquête d'alternatives. Je vous incite à le lire parce que vous verrez qu'il y a un vrai problème qui dépasse le monde arabe ou tel ou tel. On a globalement à l'échelle mondiale une crise d'alternatives qui est un élément actif, négatif, je veux dire, mais un élément actif dans toutes ces situations. Parce que le fait de ne pas avoir une alternative ou des alternatives qui se dessinent avec une crédibilité, une légitimité, une efficacité, c'est évidemment des situations qui pèsent lourd. D'autres questions, je vous en prie. Attendez le micro qui arrive. Je vous en prie.
Oui, je note avec intérêt que l'Algérie et l'Arabie saoudite ont été obligés de dépenser des milliards de dollars pour calmer. Monsieur Poutine a moins de difficultés, il baisse le prix de la vodka et ça fait le même résultat. Je voulais juste rajouter un pays à la liste, et vous devez bien le connaître, puisque c'est le Liban, qui n'entre pas vraiment dans le schéma, dans la description que vous nous avez donnée. Alors, ton pays. Oui. Et je te laisse réagir sur la vodka et la Russie. Bon, non, le Liban n'échappe pas à la règle générale sur le plan socio-économique. Simplement, le Liban est un pays où il y a un mécanisme qui est le même, qui fonctionne depuis, on pourrait dire, depuis le 19e siècle, qui est une récupération confessionnelle des conflits sociaux. Ça a été récurrent depuis l'insurrection paysanne de 1858, qui a été transformée en guerre confessionnelle entre paysans. Les féodaux ont réussi à scinder les paysans en druzes et maronites, et ça a permis un débarquement français du temps de Napoléon III. Vous voyez que l'histoire se répète. Bon, il y a eu une sorte de répétition en 1958, un siècle exactement après, c'est extraordinaire. Et puis, en 1975, vous avez eu également une explosion au Liban dont les signes annonciateurs sociaux étaient des luttes sociales et qui a été dévoyée, qui a été transformée en guerre confessionnelle. Et donc, il y a eu une tentative en 2011 de lancer un mouvement. Je crois que ceux qui ont fait ça ont fait l'erreur de centrer sur des questions constitutionnelles et de laïcité, oui. Je dis l'erreur parce que c'est pas ça qui va mobiliser les masses, c'est les questions socio-économiques. C'est la même erreur, je crois, qu'a fait le mouvement du 20 février au Maroc, c'est également de se concentrer sur des questions constitutionnelles que le roi a pu récupérer. Bon, donc le Liban, c'est le clivage confessionnel, c'est aussi la présence du facteur Hezbollah, qui est un État dans l'État, bon, qui fait que le Liban n'a pas rejoint la vague, il a été atteint, mais marginalement par cette vague. On peut en dire de même de l'Irak, par ailleurs, où également le clivage confessionnel bloque les possibilités d'une radicalisation sociale horizontale, d'un clivage horizontal remplaçant le clivage vertical. Et il y a eu, en Irak comme au Liban, également des tentatives de lutte. Alors là, en Irak, c'était plus sur des questions sociales, mais vu la situation de l'Irak et le poids des milices armées en tout genre, ça n'est pas allé très loin, quoi. D'autres questions toujours devant, et puis après on ira derrière. Voilà. Merci. Et je voulais vous poser deux petites questions. Le rôle de l'Arabie saoudite dans la contre-révolution armée, quand même, tous ces mouvements qui se réclament de l'islam, ils ont quand même pour l'idéologie wahhabite saoudienne, ils sont quand même le produit de la diplomatie religieuse saoudienne. Il y a aussi certainement un financement, d'après la presse, de l'Arabie saoudite. Deuxième question, vous avez parlé de la faiblesse des mouvements progressistes dans ces pays. Je pense que l'université Al-Azhar, qui n'est pas connue pour son progressisme, a reçu le blanc-seing de la part de Sadat pour s'occuper de la jeunesse, des programmes. Et dans beaucoup de pays arabo-musulmans, on a cadenassé les programmes scolaires pour mettre, avec l'espoir de mettre fin à ces progressistes connus dans les années 60. Et on voit des résultats extraordinaires. D'ailleurs, ça dépasse l'espérance de ceux qui ont initié ces programmes de islamisation de l'enseignement. On les voit en Afrique du Nord, comme d'ailleurs en Égypte et ailleurs. Merci, monsieur. J'ai deux petites questions. La première, c'est traditionnellement, quand on parlait des sociétés, on parlait des classes et des couches socio-politiques. Aujourd'hui, dans ces pays, on parle beaucoup de société civile. Quel est son rôle, qui n'est pas homogène?
Et deuxième question, c'est une question géopolitique. Dans ce conflit, surtout à partir de Syrie, et grâce au régime syrien et aussi Hezbollah libanais, l'Iran est approché la Méditerranée et surtout les frontières d'Israël, qui pose beaucoup de questions, surtout que l'Israël ne restera pas inerte contre cette présence. Vous aurez remarqué que pour la première fois de toute l'histoire de la guerre civile syrienne, les Israéliens ont bombardé en Syrie, non pas un convoi d'armement du Hezbollah, mais une institution syrienne. Donc il y a là certainement quelque chose qui a un sens d'avertissement compte tenu de la présence iranienne dans ces lieux, visiblement. Gilbert. Oui. Bien, alors bon, c'est bien d'ajouter l'Iran, parce que j'allais commencer par dire qu'il y a le wahhabisme et l'intégrisme sunnite, puis il y a l'intégrisme chiite. Et quand je dis l'intégrisme religieux ou l'intégrisme islamique, j'entends bien les deux, parce que les deux sont des forces contre-révolutionnaires. Et le rôle de l'Iran en Syrie, je crois qu'on n'a pas besoin de commentaires. Hein. D'ailleurs, pour ceux et celles qui pensent que Bachar al-Assad est un rempart de la laïcité, hein, quand on sait qu'il a son soutien majeur on sait des milices religieuses et l'Iran, eh bien, bon, on comprend à quel point c'est une vision un peu erronée des choses. Voilà. Alors, le royaume saoudien, oui, le royaume saoudien, c'est pas seulement un rôle clé dans ce qui se passe aujourd'hui, mais dans l'histoire de la région, et je dirais même dans l'histoire de l'islam, l'histoire contemporaine de l'islam, il est impossible de comprendre l'islam, ce qui se passe, la force des courants intégristes, y compris les plus violents, en faisant abstraction du fait qu'est né au cœur des lieux saints de l'islam, avec la bénédiction de la Grande-Bretagne et des États-Unis, et ensuite sous protection américaine, un royaume fondé sur l'interprétation la plus réactionnaire de l'islam. On aurait eu la même chose dans n'importe quelle religion, et je dis bien n'importe quelle religion, eh bien, on aurait eu les mêmes développements. Hein. Et c'est pour ça que les tentatives d'expliquer l'intégrisme par le Coran ou je ne sais pas quoi, c'est au mieux des tautologistes. Pourquoi la véritable question, c'est toujours pourquoi telle interprétation a pu prendre telle ampleur contrairement à d'autres. Parce que vous avez tout l'éventail des interprétations de l'islam, du Coran, etc., des plus modernistes aux plus rétrogrades. Si les plus rétrogrades ont le vent en poupe, c'est lié à une histoire. Et cette histoire, elle n'est pas une histoire à contre-courant de l'Occident, c'est une histoire alimentée par l'Occident, parce que le royaume saoudien était l'allié principal dans le monde musulman des États-Unis. Je vais répéter ce que j'ai dit. Le régime iranien, avec le régime du Shah. Oui, le Shah, c'était... Oui. Non, mais les Saoudiens, c'est bien avant. Je vais répéter ce que j'ai dit hier, hein, parce que tu connais bien ça, Dominique, on dit Israël est le 51e État des États-Unis. Moi, je dis toujours, mais non, c'est le 52e. Parce que bien avant, quelques décennies avant que naisse l'État d'Israël, il y a le royaume saoudien, et qui est d'ailleurs même, à la limite, plus étroitement intégré aux États-Unis que naît l'État d'Israël. Donc, et pendant des décennies, les Saoudiens étaient, avec les États-Unis, le principal, enfin, en utilisant l'intégrisme islamique, était le principal rempart, si vous voulez, contre la gauche, contre le communisme, contre l'influence soviétique, etc. Nasser a été combattu par les Saoudiens et les États-Unis, avec les frères musulmans comme force de frappe en Égypte ou dans la région, dans l'ensemble. Donc il faut tenir compte de cette histoire-là. Alors aujourd'hui, c'est encore plus compliqué par le fait que les frères musulmans que je viens de citer
ont rompu avec le royaume saoudien en 1990 et le royaume saoudien a été remplacé comme sponsor de la confrérie par le Qatar. Et là, vous avez une compétition, une sorte de concurrence entre ces deux États pétroliers éminemment riches pour financer toutes sortes de formations intégristes. Alors, le Qatar, c'est les frères musulmans en particulier et quelques autres. Les Saoudiens, c'est une gamme de salafistes qui vont des modérés aux violents. Bon, et voilà, c'est une clé pour comprendre aussi ce qui se passe. C'est-à-dire, vous n'auriez pas eu tout ce financement dans la région, vous n'auriez pas ce résultat politique. Bon, on donnerait le même financement à, je sais pas, à une force d'extrême gauche, on aurait eu une présence de l'extrême gauche absolument remarquable. Bon, alors attends, j'arrive plus à lire. Oui, ben, les programmes scolaires, c'est le monde. Enfin, j'ai préfacé récemment une réédition en anglais des écrits de Maxime Rodinson réunis sous le titre Marxisme et monde musulman. Et ce que j'ai dû faire dans ma préface, c'est expliquer aux lecteurs et lectrices, parce que sinon ce livre devient incompréhensible aujourd'hui, que ce livre traite d'une période de l'histoire où cette partie du monde était dominée par la gauche, où le fond de l'air était rouge, où le marxisme était, comme l'avait dit Abdallah Al-Araoui, le parler objectif, le langage objectif dominant. Hein, où à la fin des années 50, on a un Walter Laqueur, qui est un sioniste de choc, qui préface un livre sur communisme et nationalisme dans le monde arabe, en expliquant que le courant dominant dans cette partie du monde, c'est le communisme. Bon. Donc, il faut, d'ailleurs, c'est très bien de s'en rappeler, contre les préjugés orientalistes, hein, aujourd'hui, cet impressionnisme qui fait qu'on croit que cette partie du monde, eh bien, a toujours été dominée par l'intégrisme. C'est pas vrai. Hein. À la fin des années 50, les deux forces qui se disputaient la rue, comme on dit, ou le peuple, ou les masses en Irak, c'était les communistes et les nationalistes. Pas du tout des courants intégristes. Et vous pouvez en dire, etc. On peut continuer la liste. Le nasserisme était l'aspiration, l'idéologie dominante au niveau populaire dans les années 60. Donc, et depuis, vous avez une régression à l'échelle de la région. Alors, l'Égypte, effectivement, c'est un des cas de figure. Ça date, pas seulement l'Azhar, ça date à, comment dire, mis des limites à l'action politique des frères musulmans. Il les a tolérés, il les a relâchés, il les a tolérés en leur imposant des limites à leur action politique, mais il leur a donné carte blanche en ce qui concerne l'ordre moral, comme on peut dire, parce que ça l'arrangeait. Hein. D'où, par exemple, une censure absolument abracadabrante ou des choses comme ça qui n'existaient pas avant. Moi, j'ai travaillé sur 2 années de Haram, qui est le journal principal, et ça a donné un petit livre qui s'appelle, enfin, c'est inclus dans un petit livre qui s'appelle Eichmann au Caire, hein, mais c'est une époque complètement différente. Le Al-Ahram, sur les 2 années sur lesquelles j'ai travaillé, de 60 à 62, est un quotidien de gauche, hein, avec, y compris sur la question femmes, etc., des choses qui aujourd'hui apparaîtraient comme remarquablement progressistes. Hein. Bon, voilà. Société civile, très vite. Alors, c'est une tarte à la crème. Hein. Après, qu'est-ce qu'on entend par société civile? On va avoir plusieurs... Bon. Il y a, par exemple, une version néolibérale, et c'est celle qui domine aujourd'hui, de la société civile qui est réduite aux ONG. Hein. Et on voit le rôle très nocif de cette société civile, par exemple dans le cas palestinien, où il y a eu une sorte de corruption du milieu palestinien par les ONG. Et bon, il y a aujourd'hui ce risque dans l'exil syrien, hein, où on voit une multiplication d'ONG avec des tas de financements. Ça a un effet corrupteur. Bon. Mais il y a aussi la société civile au sens plus large, dans laquelle, par exemple, le mouvement syndical ou le mouvement ouvrier est une composante majeure. Alors, si on prend la chose dans ce sens, les associations féministes, les associations professionnelles, bon, avocats, médecins, etc. Là, ça a été des composantes de cette agitation et ça le restera. Et enfin, oui, Syrie, Iran.
récemment, le ministre des Renseignements, il y a un ministre des Renseignements en Israël, Katz, a déclaré que selon ses renseignements, puisqu'il est bien placé, l'Iran allait signer avec l'État syrien très bientôt un accord du même type de celui qu'elle a avec la Russie, qui vient d'être confirmé il y a 2 mois, et qui donne en leasing à la Russie la base aérienne qu'elle a sur la côte syrienne pour un demi-siècle. Hein. Donc l'Iran est en... Voilà. Et ça inquiète bien sûr éminemment Israël de voir l'Iran s'installer durablement en Syrie. Bon, il y a déjà le Hezbollah qui est une obsession et pour cause d'Israël. Et puis là, bon, ce scénario n'est pas celui qu'escomptait vis-à-vis du soulèvement syrien et de la guerre civile syrienne. L'attitude d'Israël, c'était qu'il s'entretue aussi longtemps que possible. Hein, et puis, en définitive, on préfère le diable qu'on connaît, comme on dit. Je ne sais pas comment on dit ça en français, the devil we know. Hein, c'est-à-dire le fait qu'Assad, ça reste quand même une garantie. C'est le meilleur ennemi. Non, c'était pas un ennemi, c'était la frontière la plus sûre de l'État d'Israël, c'était la frontière syrienne. Donc, bon, on est tout est en train de bouger là à ce niveau-là. D'autres questions, monsieur? On va vous amener un micro. Si, mais il y a beaucoup de dames, mais elles ne parlent pas, voilà. Ah, allez-y. Oui, bonjour. Vous avez assez peu parlé de la Libye et du Yémen. Et ce qui est intéressant de noter par rapport à ces 2 pays, c'est que au phénomène de révolte, s'est greffé des luttes régionales ou plutôt tribales. Quelle est l'importance du facteur tribal dans les événements que connaissent justement ces révoltes libyennes et yéménites, au-delà de l'aspect confessionnel? J'en profite pour dire que le livre de Gilbert, le 2e, porte essentiellement sur la Syrie et sur l'Égypte, mais il y a aussi un chapitre assez fouillé, très intéressant, j'ai trouvé, qui parle notamment du Yémen et de la Libye. Donc, ce n'est pas un livre uniquement... et de la Tunisie. Donc, c'est effectivement un livre global. Hein. Bien, merci. Oui, enfin, il y a certainement, je crois que ça c'est connu, qu'il y a un facteur tribal important dans ces 2 pays-là, mais pas seulement. Vous avez même... un facteur tribal, bien que de moindre importance, à l'œuvre même dans un pays comme la Syrie, hein, où vous avez une sorte de stratification. Vous avez la famille, la tribu et la confession, la secte religieuse, qui sont les points d'appui de la famille Assad. Alors, bon, en Libye et au Yémen, les soulèvements, au départ, ont été transversaux, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé ces clivages tribaux. Hein. Alors, par la suite, vous avez un retour de bâton et puis une récupération tout à fait normale, si vous voulez, par les forces réactionnaires de ce facteur tribal, et notamment de l'ancien régime. C'est le cas... alors maintenant, l'ancien régime en Libye, contrairement au Yémen, et contrairement à l'ensemble des pays arabes, l'ancien régime a été démantelé. C'est le seul pays où l'État s'est effondré, a été radicalement démantelé. Mais il revient sous une autre forme, avec Haftar, hein, qui est dans l'Est libyen, qui regroupe ce qui reste des soutiens de l'ancien régime, y compris des soutiens tribaux, dans son affrontement. Alors c'est le scénario dont j'ai parlé, le même, hein, entre ancien régime, forces d'ancien régime et forces intégristes. Bon, le Yémen, c'est plus compliqué parce que là, comme j'ai dit, je l'ai signalé en passant, il y a eu un retournement d'alliance, c'est-à-dire qu'une des composantes du soulèvement de 2011, qui, comme ailleurs, a vu une convergence de vrais progressistes et d'intégristes, d'opposition intégriste, eh bien, vous avez eu une de ces forces intégristes, ce qu'on appelle les Houthis, qui ont fait alliance par la suite avec l'ancien dictateur qui avait conservé une bonne partie des rênes du pouvoir qu'il possédait. Parce que il est parti sur la base d'un compromis
qui lui a permis de conserver des leviers du pouvoir, et ils sont repartis ensemble à l'offensive contre les autres, contre ce qui était l'opposition plus large, qui comprend elle aussi une composante intégriste. Bon, il faudrait du temps pour vous expliquer cela, sinon comme ça peut être un peu déroutant. Mais le résultat est là, et en plus, c'est instable parce que finalement, il y a des logiques tribales plus que politiques qui interviennent, enfin, ou des logiques tribales qui interviennent avec des logiques politiques, ce qui fait des retournements d'alliance qui, si on essaye d'analyser les choses politiquement, peuvent être déroutantes. Hein. Sauf que là, c'est des conflits d'intérêts. L'alliance Houthi-Saleh, par exemple, actuellement, est en pleine tension. Il n'est pas exclu qu'ils se tapent dessus. Alors après, qu'est-ce que ça voudra dire pour le reste? C'est une question. Madame, bonjour, moi j'avais une question en lien avec ce débat sur le non-fonctionnement effectif du système néolibéral dans la région. Ma question, c'est quel type de développement ou de modèle économique vous préconiseriez pour la région? Donc on constate effectivement la non-émergence du secteur privé, toutes ces difficultés. En même temps, on est en face à des pouvoirs publics sclérosés, un peu corrompus, avec une bureaucratie débordante. Donc, quelles sont un peu les alternatives pour renouer avec la croissance? On est en quête d'alternatives, mais donc la question pour la région, quelles sont les alternatives au niveau économique, développement économique? Madame, vous aviez... Oui, donc moi je reviens sur la Tunisie, le cas de la Tunisie, donc concernant le retour d'Ax Ben Ali dans le dernier gouvernement. Il y a un article dans Le Monde là, il y a 2 jours où un protagoniste dit qu'en fait c'est peut-être par défaut. Et que donc c'est par manque d'élite d'alternance. Et je voulais savoir donc si vous étiez d'accord donc avec cette réflexion et dans ce cas, enfin en tout cas comment est-ce que faire justement pour que les élites d'alternance aient accès au pouvoir? Merci. Oui. Merci. Alors bon, modèle économique. Si vous voulez, pour résumer ça, je vais vous répéter une formule que j'ai déjà utilisée, y compris en Tunisie, peu après le soulèvement. C'était que cette partie du monde a connu une expérience développementaliste, comme d'ailleurs une bonne partie de la planète, dans les années 60 en particulier. Bon. Il y avait... donc du développement, un véritable développement avec des chiffres et des réalisations bien meilleures que ce qui est arrivé dans les décennies suivantes, mais entaché, accompagné de corruption, de gabegie bureaucratique et tout le reste qui ont d'ailleurs grippé tout ce système et abouti à son effondrement. Bien. Sauf qu'on est passé, on ne s'est pas débarrassé du développement ou du développementalisme et de la corruption, mais seulement du premier. Hein, donc on est passé dans une phase de corruption, mais sans développement, sans plus de développement. D'où cette crise lourde dans laquelle le monde arabe se trouve aujourd'hui. Et bien, pour sortir de tout cela, il faudrait la troisième possibilité de ce jeu des probabilités, qui est un développementalisme sans corruption. Donc un développementalisme sur une base réellement démocratique, avec un vrai contrôle démocratique. Hein. Donc c'est pour ça que je dis il faut un changement radical des structures sociopolitiques hein, qui aillent dans le sens d'un véritable contrôle démocratique sur le pouvoir, avec un rôle central de l'État dans la mise en route, en tout cas, du développement. Hein. Croire que ça va venir du secteur privé, comme je l'ai dit, ça n'a pas marché. On a déjà plusieurs décennies derrière nous, et malgré tout, le FMI continue à pousser dans ce sens, y compris pousser Sisi à presque faire ce acte de suicide politique, parce que ce qu'il a fait en Égypte là, il y a quelques mois a créé une situation de pression terrible
sur les niveaux de vie, sur les pouvoirs d'achat et tout, ce qui fait que le mécontentement est en train de grimper très fort. Et il a cru ou pu croire que ça allait provoquer un miracle économique, comme on lui a promis au FMI. Ça ne sera pas le cas. Vous connaissez la formule thérapie de choc qui a été utilisée. Ben, là, on est dans un cas très flagrant de choc sans thérapie. C'est le cas de l'Égypte. Il y a aussi l'exemple que tu donnes dans le livre qui est absolument fascinant du canal de Suez. Oui. Du mirage de l'élargissement du canal. Ça donne un exemple concret, quoi. Oui, enfin, c'est-à-dire que c'est des... Comment dire ? C'est un substitut à une politique développementaliste qui est... Bon, alors, Sisi, il a lancé quelques idées de grands projets pharaoniques, bon, dont un qui était d'ailleurs de peu de rationalité économique, celui de l'élargissement une voie supplémentaire du canal de Suez. Il n'y a pas de trafic en plus. Oui, mais bon, c'est pas ça qui est c'est pas ça qui va sortir le pays de la crise. Ça n'a pas encore pris forme, ça. Parce que, vous savez, nouvelle capitale, mais comptant sur exclusivement, à part le terrain, sur un financement étranger. Alors, bon, les Émirats, les Saoudiens et tout ça peuvent, à un moment donné, avoir eu beaucoup de sympathie pour Sisi, parce qu'après, ça s'est envenimé. Mais jusqu'à aller à vraiment investir des milliards dans un mirage en plein désert, c'est autre chose. Bon, donc voilà. Non, mais c'est pas ça qui va régler le problème. Alors la Tunisie. Alors vous savez, cette histoire de manque d'élite et tout, c'est un argument réactionnaire classique. C'est-à-dire, on va tout le temps vous dire que c'est pas vrai qu'il y a un manque d'élite. Simplement, je dirais, il y a un manque de volonté et de stratégie politique au niveau des élites, entre guillemets, alternatives pour jouer le rôle dont j'ai parlé. Et il se trouve que la Tunisie est le pays le mieux doté du monde arabe. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est le seul pays où il y a une centrale syndicale dominée par la gauche tunisienne, qui est hégémonique dans cette centrale syndicale, qui est un véritable mouvement ouvrier autonome. À mon sens, et ça j'ai des débats permanents avec mes amis de la gauche tunisienne, mais je crois que la gauche tunisienne a fait la grosse erreur d'accepter l'idée que le syndicalisme, c'est une chose, la politique, c'est autre chose. Et que, si vous voulez, le pouvoir politique, c'est le cartel de la gauche, c'est-à-dire le Front populaire qui doit le briguer, tandis que la centrale syndicale va jouer un autre rôle. Je crois que c'est une profonde erreur, parce que, d'une part, la gauche, en tant que gauche, n'a pas du tout la même légitimité, la même popularité que le mouvement syndical. Et le mouvement syndical est la seule force, c'est la force la plus importante du pays, la seule plus importante qu'un Nahda, par exemple, sur le plan de la mobilisation populaire. Et j'aurais vu un programme de gauche en comprenant un pouvoir dans lequel le mouvement syndical serait au centre. D'autant plus que c'est un mouvement syndical qui a toujours fait de la politique depuis avant l'indépendance. L'histoire du mouvement syndical tunisien est une histoire de mouvement à la fois syndical et politique. Peut-être une question, quand on parle de modèle alternatif, on a surtout parlé d'économie, mais est-ce que la question centrale du modèle alternatif, c'est pas la démocratie? Parce que quand on regarde bien ce que tu as dit tout à l'heure, comment l'irruption et le développement hégémonique des courants intégristes s'est produit, évidemment que le fond, c'est l'échec du modèle nassérien partout où il a été mis en œuvre à partir des années 70, mais c'est aussi la répression violente contre toutes les forces de gauche, notamment les forces communistes. Moi, j'ai quand même des souvenirs, je veux dire, de ce qui s'est passé au Soudan. Une répression phénoménale, de ce qui s'est passé en Égypte à plusieurs reprises, de ce qui s'est passé à Bagdad où on égorgeait les communistes tous les 5 ans. Et on ne parle plus du monde arabe mais de l'Iran. On ne peut pas comprendre la force de Khomeini et de ce qui a suivi sans savoir ce que la SAVAK
avait fait des forces de gauche iraniennes. Donc je crois que cette question-là de la démocratie, que souvent dans certains milieux, il est de bon ton de considérer comme un discours bourgeois, non, c'est vraiment une question centrale pour l'avenir. Il n'y aura pas d'alternative sérieuse sans une vie démocratique qui permette de politiser les jeunes, les ouvriers, les gens qui sont les premiers intéressés au changement, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, tu as cité des exemples de répression de droite. Alors, tu peux citer beaucoup d'exemples de répression de gauche. Donc, les régimes développementalistes dont j'ai parlé sont des dictatures militaires, hein, progressistes. Alors, je crois, ça ne fait pas de doute que, par exemple, si vous prenez Nasser, les apports de l'époque Nasser à l'Égypte sont des apports indéniablement progressistes. Hein, sauf que c'était lié, c'est dans le cadre d'une dictature militaire, avec des services de renseignement militaro-policières, si vous voulez, qui a eu un coût économique lourd. En plus, il y a le facteur Israël, facteur guerre, facteur dépenses militaires, il ne faut pas oublier, hein, ça fait une partie. De même que dans l'effondrement de l'URSS sur le plan économique, le facteur militaire accélère, bien sûr, la course aux armements. Donc là, vous avez une illustration du fait qu'un développementalisme qui n'est pas dans des conditions démocratiques va assez vite trouver ses limites. Hein. On l'a vu historiquement. Donc c'est pour ça que je dis, enfin, si vous voulez, pour les pays dépendants, une voie de développement, le développement passe par la souveraineté dans ces deux sens. La souveraineté nationale, qui est indispensable pour une construction économique autonome, etc. Je parle bien des pays dépendants. Hein. Moi, je ne suis pas souverainiste dans des pays comme la France. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et puis, une souveraineté populaire. La souveraineté, dans l'autre sens, la souveraineté du peuple. C'est-à-dire une véritable démocratie. Et une véritable démocratie qui permette une voie de développement dans laquelle l'État va jouer un rôle central, pas exclusif, mais central, mais un État qui est un État à bon marché, si on peut dire, et non pas un État de gabegie bureaucratique, un État qui est sous contrôle permanent des citoyennes et des citoyens. C'est ainsi, il n'y a pas de... C'est pas une invention, c'est des choses qu'on a connues historiquement, et c'est la seule voie de sortie de la crise dans le monde arabe. Avant de remercier Gilbert, je voudrais vous rappeler que l'université populaire que nous organisons chaque année débute samedi, pas ce samedi, mais le suivant, le 23. Et c'est une formule très originale qui a été concoctée par Giovanna Tanzarella de notre bureau, qui vous propose une université populaire sur l'histoire méditerranéenne de la France. Donc le rapport entre la France et l'ensemble des pays de la Méditerranée. Ce sera une manière originale d'animer cette université. Vous avez un flyer, comme on dit, paraît-il, que vous pouvez... prospectus, voilà, que vous pouvez récupérer. Et sur ce, je remercie beaucoup Gilbert. Je trouve que c'était vraiment passionnant. Et merci à vous.